Bonsoir, cher capitaine. Voici une nouvelle émission, Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. Mon invité du jour est Lydie Abaziou. Bonjour Lydie, ou bonsoir. Bonsoir pour les amis québécois ou pour les amis européens, dépendant de l'heure à laquelle sera diffusée cette émission. Alors Lydie, au moment de l'enregistrement, tu ne savais pas comment te définir, parce que tu es à la croisée de chemins qu'on expliquera tout à l'heure. Et donc, entre-temps, tu y as réfléchi et je vous fais apparaître ci-dessous le titre que Lydie s'est choisi. Ceci étant, je vais vous faire un bref résumé de Lydie, très très bref, et d'une partie de sa vie. Lydie a été atteinte pendant plusieurs années de douleurs chroniques, d'anxiété sévère, au point où elle s'est retrouvée à la limite de l'hospitalisation. Et c'est à ce moment-là qu'un déclic s'est fait en elle, à savoir qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, à souffrir, à être coupée du monde parce que ça l'handicapait très fortement au niveau de ses relations sociales, mais aussi familiales. Un bébé est arrivé entre-temps, donc c'est tout un positionnement de maman et d'épouse qui l'a chamboulée, qui l'a remise en question. Et donc, plutôt que de rester en surface de ce qui la faisait souffrir, Lydie a choisi d'aller en profondeur. Et j'assiste à son épanouissement, à son déploiement depuis maintenant 2 ans. Ceci étant, si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, je vous invite à la retrouver sur son site, dont vous voyez l'adresse apparaître ci-dessous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la force d'un rêve, d'un projet. Et Lydie est vraiment très parlante. C'est vraiment l'image de ce que j'essaye de vous transmettre, de vous communiquer. Alors Lydie, pourquoi avoir accepté justement de participer à ce projet? Merci Saïda déjà de cette opportunité parce que c'est pas non plus tous les jours. Donc merci beaucoup. Pourquoi j'ai accepté? D'une part parce que c'était toi, que je te connais et que je connais comment tu abordes les choses et comment tu présentes les choses. Parce que c'est important pour moi. Il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et je sais que tu es dans l'authenticité, la bienveillance, et donc c'était très important pour moi. Et puis, pourquoi? Pour montrer aux gens que tout est possible et que même si on vit des choses difficiles à un moment T, à un instant T, qui peut durer, parce que j'en suis la preuve vivante, c'est pas pour ça que tout ne va pas changer derrière. Et je dis tout le temps, tout est changement et il faut aussi accepter cette espèce de flot de la vie. Il y a des bas, il y a des hauts et toujours garder en tête que le soleil est derrière la pluie. Voilà. Ça, c'est ce que disent les bouddhistes, ou en tout cas, c'est ce que disait mon lama quand je travaillais chez les bouddhistes. Le soleil continue de briller derrière les nuages. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça ira mieux. Exactement. Donc, pour toi, je disais justement que tu étais, on va rentrer dans le vif du sujet directement, à la croisée de certains chemins. Est-ce que, sans entrer dans des détails trop personnels, enfin, tu le fais comme tu le sens, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu ce que c'est? Alors, donc, il y a 2 ans, j'étais donc à la limite de l'hospitalisation. J'ai été médicalisée. J'ai commencé une thérapie, donc en profondeur, un travail de 2 ans, à raison d'une séance d'1 heure par semaine pendant 2 ans, chose qui, a priori, est rare selon ma thérapeute. J'ai voulu vraiment faire un travail de fond dans le sens où je me suis rendu compte que les murs de ma maison, ma maison personnelle intérieure, mon temple, comme on appelle, certains appellent ça le temple, ma maison était bien fissurée par toutes les expériences que j'avais vécues dans ma vie, comme beaucoup, et à part les fondations qui pour moi sont les valeurs, la famille, les amis proches qui sont vraiment le centre de ma vie, il n'y avait plus grand-chose qui tenait réellement debout et surtout il n'y avait plus grand-chose qui me correspondait. J'avais l'impression d'être complètement décalée de ma vie, d'être dans une vie que je ne voulais pas, etc. Et c'est ce qui me causait aussi beaucoup d'anxiété. Donc j'ai décidé de raser les murs. Donc il n'y a pas beaucoup qui le font. Mais j'ai décidé de raser les murs, donc ça veut dire que pendant un certain temps, on se retrouve sans repère du tout, à part notre socle. Donc on est dans le flou sur nos projets, sur notre façon de faire, sur notre façon de voir la vie, etc. Et il faut tout reconstruire.
et j'ai décidé de choisir les briques que j'allais mettre pour faire mes murs, brique après brique, et m'interroger en pleine conscience de me dire est-ce que ça te parle, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ça que tu veux pour la suite, etc. Et donc j'ai tout reconstruit comme ça pendant 2 ans. Je ne vais pas dire que j'ai tout reconstruit parce que voilà, on peut toujours améliorer sa maison. Donc je suis toujours en construction. Et donc là, c'est encore une autre croisée des chemins où il faut encore surmonter des choses et puis prendre d'autres directions ou s'adapter. Parce que en fait, il y a quelques années déjà, on avait découvert que mon fils était à haut potentiel et là, on a découvert qu'il a le syndrome d'Asperger, donc des troubles autistiques. Et donc, on va devoir s'adapter aussi dans notre façon de faire, même si on l'a déjà commencé par instinct, je dirais. Là, on a vraiment eu le diagnostic avec le bilan, les détails, les challenges pour lui, et donc il a un accompagnement particulier en termes d'éducation. Et donc, j'avais plein de projets par rapport à mon parcours, par rapport à plein de choses. Je voulais devenir peut-être conseillère en bien-être ou des choses comme ça pour accompagner les gens. Des choses que je ne vais pas pouvoir faire tout de suite parce que mon fils va me demander beaucoup d'attention et je vais devoir me consacrer à lui. Et donc, c'est un peu difficile parce que j'étais sur une dynamique vraiment de montée et de pleine réalisation. Et là, en fait, c'est comme un frein à ce que j'avais mis en place. Donc, c'est aussi un espèce de deuil à faire, mais c'est comme dans tout, il y a des choses à digérer. Et puis, voilà, je suis en train de mettre des choses en place. Je vais continuer ma page Facebook, je vais continuer mon site, etc. Par contre, je ne vais pas développer d'activité, je pense, financière autour de ça. Mais en parallèle, je reprends mes études donc, à 40 ans. Donc, en septembre, je commence des études de psychologie. Donc, j'en ai pour 5 ans pour devenir psychologue. Donc, voilà. J'en suis un peu là. D'accord. Donc, tu nous as dit plein de choses, à savoir que tu avais tout un tas de projets, que tu les as toujours, mais que tu en postposes certains. Parce que la vie, c'est aussi une question de priorité et que l'une de tes priorités aujourd'hui, plus que jamais, c'est ton petit garçon parce qu'il a été non seulement soupçonné au potentiel il y a quelques années, mais diagnostiqué en tant que tel, plus syndrome d'Asperger récemment. Et donc, ça a chamboulé toutes tes projections professionnelles. C'est bien ça? Oui, complètement. Tu as dit aussi, donc, avoir des projets, c'est pouvoir mettre des priorités. Donc, ici et maintenant, plus tard, on n'abandonne pas, mais on revoit l'enchaînement. Tu as dit aussi que par rapport à tes problèmes de santé, à un moment donné, tu as eu un déclic et ton choix, ça a été de faire table rase et d'être dans le ressenti de est-ce que cette brique-là te convient ou pas. Donc, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de sa voix intérieure, à l'écoute de ce qui nous fait vibrer ou pas. Ça, c'est un autre point important dans la réalisation d'un rêve, d'un projet de vie finalement, parce que c'est toi que tu as dû construire en choisissant de quelle manière. Ce que tu dis aussi, c'est que rien n'est jamais fini, c'est-à-dire que même si aujourd'hui ça va nettement mieux, une maison, on peut toujours changer la déco, elle continue. Une maison, ça vit, c'est vivant. À la limite, c'est un être vivant à part entière de ce qu'on y met, de ce qu'on y apporte. Et donc, tu vas continuer à évoluer parce que tu n'estimes pas être arrivé quelque part et ça y est, il n'y a plus rien à voir, plus rien à découvrir. Ça, c'est très important aussi. Et surtout, tu nous dis aussi qu'à 40 ans, tu vas entamer de nouvelles études en psycho pour venir probablement appuyer tout ton vécu. Parce que elle a l'expérience humaine, elle a, et il y a cet apport théorique qui va être amené par les études. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se lancer? Parce qu'on a peur, parce qu'il y a des contraintes, parce que tu es installé dans une vie de famille avec un enfant qui va te demander encore plus d'énergie. Comment placer les priorités?
Bonne question. Eh bien, on ne se pose pas la question. On se lance parce que si on se pose la question, on n'y va pas. Mais c'est ce que je voulais entendre. Voilà. Euh, Justement, je l'ai connu bien avant. J'ai connu les hésitations, les doutes, les manques de confiance, même si j'en ai encore. Hein, ça se travaille toujours. Mais c'est évident que si je me pose la question là, tout de suite, maintenant, en me disant, OK, maintenant, tu as ton fils, je savais déjà qu'il avait des troubles autistes, que je sentais, ça fait au moins 2 ans que je pensais au syndrome d'Asperger. Et bon, après, le temps du diagnostic est assez long. Mais Mais de le voir écrit et avoir le détail du diagnostic, c'est autre chose que de se le représenter et de se dire oui, peut-être qu'il rentre dans les cases. Mais si je prends toutes mes contraintes, on va dire, comme on a tous, mais les miennes, voilà, qui sont actuellement, forcément que je me dirais, tu vas peut-être pas commencer des études maintenant. Voilà. Est-ce que tu vas réussir à t'occuper de ton fils qui n'est pas scolarisé pour l'instant, qui est à la maison et qui, de toute façon, s'il est scolarisé, va être scolarisé que quoi, 1 heure ou 2 heures par jour. Ça veut dire que ça te laisse 1 heure ou 2 heures de temps libre. Mais comment tu vas faire pour tes études? Eh bien, je dois dire que je me suis dit, on verra. On verra. Si je ne tente pas, je ne peux pas savoir. Donc, il y a un moment, j'ai envie de le faire. C'est aussi important que je garde des projets personnels parce qu'il ne faut pas que je me sois absorbée complètement par mon fils parce que déjà, ça me demande de l'énergie, à mon mari aussi. Il faut aussi qu'on ait nos projets à côté parce que sinon, c'est pas vivable pour nous. Et même pour mon fils, c'est pas lui donner l'exemple de pleine réalisation, etc. Donc, un challenge à relever, bon, bah, 2 challenges. Mais c'est très important ce que tu dis, c'est on fait partie d'un système. Pour que le système fonctionne, il faut que chaque élément soit en équilibre, toi y compris. Donc, tu t'occupes de ton entourage, de ton petit bout, mais pour cela, tu as besoin de te ressourcer. Et tu te ressourceras notamment, probablement, via les études. C'est une des pistes en tout cas. Et l'autre point que tu abordes et qui est très important, c'est qu'il faut au moins essayer. Un rêve, un projet, tant que ça reste dans la tête ou dans les nuages, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Et donc, on va rester avec le jour du dernier voyage, on va être là avec des regrets de ne pas avoir osé. Par contre, tu vas te lancer, ça fonctionne, c'est génial. Ça ne fonctionne pas, bah, tu vas revoir tes priorités, tes projets. Est-ce que c'était vraiment le bon moment? Est-ce que tu as les bons outils? Est-ce que c'est là? Mais au moins, ce sera sur du concret, non? Oui, complètement. Parce que les gens ont souvent peur aussi de se lancer parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais l'échec, c'est juste une perception des choses. Moi, avec tout ce que j'ai traversé, pour moi, on pourrait dire que mon parcours de vie, c'est un échec. Je suis tombée dans les douleurs, dans l'anxiété, etc. Il y en a pour qui c'est honteux. Il y en a, voilà, pour ça aussi, je me bats parce que je ne veux pas que ce soit tabou. Tout le monde peut y tomber à un moment ou à un autre de sa vie en fonction de ce qu'on a à gérer. Ou si on est plus ou moins sensible à ce genre de choses. Mais on peut aussi développer plein d'autres choses en parallèle. Mais l'échec, pour moi, c'est des leçons d'apprentissage. Moi, tout ce que j'ai appris de mes douleurs chroniques, de mon anxiété sévère, toute la thérapie que j'ai faite, pour moi, ça m'a permis d'évoluer. Alors certes, c'était pas du tout agréable à traverser. Je vais pas dire que je me suis réjouie sur le moment, mais avec le recul, avec l'évolution que j'ai eue, pour moi, c'est un apprentissage énorme de la vie qui fait que, du coup, ma vie, elle est ce que je veux maintenant. Alors oui, ça demande des sacrifices. Je ne travaille pas, je vais devoir m'occuper de mon fils maintenant. Je ne vais pas pouvoir développer une activité à moi. Ça veut dire vivre sur un salaire, ça veut dire plein de choses que tu dois intégrer dans ta vie. Où tu dois faire des choix. On a vendu une maison pour en avoir une autre moins chère, mais quand même qui nous correspond. Et avoir une souplesse, voilà, une flexibilité dans la vie et pas être rigide sur tout ce qui matérialise, tout ce qui est organisation, savoir que dès qu'il y a un petit grain de sable, comme on l'appelle si souvent dans la machine, mais c'est peut-être un grain de sable qui va nous permettre d'avancer plus loin. Donc, voir les opportunités plutôt que les freins. Voilà. Comment est-ce que l'entourage a réagi
lorsque, il y a 2 ans, tu as décidé de te reprendre en main? Parce qu'il y a aussi ce regard extérieur qui peut être soit un encouragement, mais très souvent la peur du jugement. Alors, mon entourage proche a toujours été un soutien. C'est une chance parce que quand on fait un travail comme ça, si on a des freins, justement, c'est extrêmement difficile. Ça demande déjà une énergie considérable. Donc, si en plus on vient nous mettre des doutes et nous dire mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, ou voilà, j'ai pas eu ça. Soit j'ai eu des gens voilà, qui me laissaient, entre guillemets, faire mon truc dans mon coin. Soit j'ai eu des gens qui vraiment se manifestaient en me disant c'est bien, fais ce que tu veux, etc. Mais en fait, ils n'en prennent pas conscience au tout début. C'est quand ils voient le changement se mettre en place dans la vie de la personne, forcément, le changement que tu mets en toi, parce que tu te reconstruis, il rejaillit sur les autres. Donc, c'est à ce moment-là, quand ça rejaillit, qu'ils commencent à prendre compte, à se rendre compte. Et c'est plus maintenant, finalement, qu'eux aussi prennent le recul et se disent waouh, le parcours que tu as fait, le travail que tu as fait, ils se remettent aussi en cause. Il y en a qui m'ont dit ben, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Ou c'était courageux de le faire. Ou voilà. Et donc, ils se positionnent par rapport à eux aussi, parce que ça leur renvoie. On a tous un travail à faire sur nous, plus ou moins important, mais ça leur renvoie aussi à eux. Certains qui n'ont pas fait ou qui ne comptent pas faire, etc. Certains qui disent c'est trop tard, alors que moi je dis non, il n'est jamais trop tard pour être bien avec soi et avec les autres. Donc il n'y a pas d'âge. Donc voilà. Mais j'ai pas eu de frein, j'ai pas eu de critique. J'ai la chance d'avoir un entourage qui est bien voilà. Et puis j'ai pas non plus énormément d'amis parce que voilà, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, j'en ai des très bonnes, et donc elles sont toujours un soutien pour moi. Donc j'ai pas eu de frein à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée. Par rapport à l'entourage, alors, est-ce que toi, tu viens d'expliquer que la plupart de ton entourage te soutenait, t'encourageait, te comprenait, voire se remettait en question en voyant ton cheminement. Mais est-ce que donc tu as eu dès lors à vivre des critiques négatives? Parce que souvent, quand on décide de se prendre en main, on renvoie, comme tu dis, un cheminement aux autres. Tout le monde n'est pas nécessairement prêt à ça. Et la réaction, c'est qu'on va venir te renvoyer des critiques négatives, on va venir te faire des remarques pas très gaies, pas très encourageantes. Est-ce que tu as eu à vivre ça, soit au commencement de ton ascension, il y a 2 ans, ou encore récemment, quand tu as choisi de t'installer à ce moment-là comme conseillère en bien-être, chose que tu vas arrêter maintenant pour les raisons que tu nous as avancées? Oui, j'en ai eu, et du coup, ça vient plus de gens que je ne connais pas vraiment et qui sont un peu extérieurs à moi. Donc, c'est moins fort au niveau de l'affect parce que c'est pas quelqu'un auquel je tiens, entre guillemets, avec qui j'ai une relation particulière. Donc, déjà, c'est plus simple à gérer, mais ça reste compliqué. J'ai eu la réflexion ah bon, mais tu travailles pas? Sous-entendu que je ne faisais rien de ma vie. Donc là, c'est très dur parce qu'on se dit, on met toute son énergie, c'est un projet de vie, c'est un travail de faire tout ça. Et en fait, on donne l'impression, et du moins les gens perçoivent que, en gros, je suis à la maison en train de me laisser entretenir par mon mari. Voilà, tout ça, c'est les perceptions de la société, parce qu'une femme maintenant qui ne travaille pas, autant avant c'était normal, autant maintenant ça ne l'est plus, et voilà, c'est des choses qui changent, mais c'est blessant, voilà, c'est blessant. J'ai eu aussi, quand j'ai un peu affiché sur ma page Facebook que je donnais des conseils, que je proposais quelques Skype payants. Dès que j'ai mis payant, il y a eu problème de légitimité, qui je suis pour me faire payer. L'expérience ne suffisant pas parce que notre société est faite comme ça, alors que en fait, c'est paradoxal parce que ce qui m'est critiqué, entre guillemets, c'est genre tu n'as pas de diplôme, parce que c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Donc, tu n'as pas de diplôme qui peuvent prétendre à aider les gens. Et en même temps, ce que les gens que j'ai en MP ou en Skype et que j'aide, parce que j'en ai aidé pas mal maintenant,
justement, ce qui leur plaît, c'est que je sais de quoi je parle et que je l'ai vécu vraiment profondément et que du coup, je sais très bien quand ils me disent quelque chose, je peux finir leur phrase, je peux leur dire oui, mais ça, tu as ça aussi comme symptôme, mais tu vois, ça, c'est en fait tes muscles qui font telle chose et telle chose. Je leur donne une compréhension de ce qu'ils vivent, même un psy ne le fait pas parce que c'est un travail que j'ai fait personnellement. Et donc, c'est un apport en plus. Donc, c'est ma valeur. Donc, maintenant, j'en prends conscience, mais c'est toujours blessant et ça fait, j'allais dire, ça fait comme une cicatrice en plus à chaque fois qu'on m'attaque. En plus, je suis hypersensible, donc c'est quelque chose qui me touche profondément. Et quand on me dit, en gros, on a été jusqu'à me dire, tu abuses des gens faibles. Sachant d'où je viens, déjà, je suis incapable de faire ce genre de choses. Je ne vais pas utiliser, entre guillemets, mon expérience pour aller faire dépenser des sous à des gens pour lesquels je ne vais pas aider ou voilà, ça me paraissait dingue qu'on m'accuse de ce genre de choses. Et puis en même temps, je me suis dit, mais c'est parce que je ne prends pas ma place. Vu que je doutais de moi et que j'y allais à petits pas, les gens, ils le sentaient. Et donc, ils plongeaient dans le match. Et du moment où j'étais assez carrée sur mes positions en disant, je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, mais j'ai un vécu et j'ai une expérience et j'ai un travail personnel qui peut vous apporter quelque chose, ça s'est arrêté en fait, ça s'est calmé. J'en ai toujours un de temps en temps sur mes vidéos qui s'ennuient et puis du coup et qui même et souvent passe par hasard, du coup qui est même pas sur ma page, voilà. Les fameux haters ou les warriors, les guerriers du clavier, si je me souviens. Ouais, c'est ça, les guerriers du clavier. Il y en a toujours un qui passe dans mon dernier live. Il y en a une qui est passée. Bon. Et là, j'ai vu que j'avais un recul par rapport à ça, par rapport à avant. Encore une fois, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de partager et que l'on constate paradoxalement de plus en plus, et je pense que ça va changer tout le fonctionnement de la société d'ici, soyons optimistes, 20 ou 30 ans, Voilà. pour ne pas dire 50, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on va à l'école. On ne sait pas du tout ce qu'on veut faire. On apprend à lire, à écrire, bon, ça c'est une base. On apprend à lire, à écrire, mais tout de suite, ce sont les mathématiques, c'est le français, c'est la conjugaison, etc. Et pas le contact avec la nature, pas le contact avec les autres enfants. C'est pas la vie en société, c'est le formatage. Exactement. Pas d'autres mots, c'est ça. Les primaires, les humanités, on apprend au jour d'aujourd'hui, même si c'est intéressant, il faudrait peut-être revoir quand même un peu beaucoup le programme. On apprend l'histoire, même pas le Big Bang, la préhistoire. Alors au jour d'aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que ça doit prendre encore toute cette place-là? Le Moyen Âge, la Grèce antique, les Romains, etc., etc. Enfin, on revoit toute l'histoire et en même temps, les 50 dernières années, ça prend sur la vie de l'école 6 mois peut-être. Ce qui n'est pas grand-chose pour appréhender le monde dans lequel on vit. Parce que c'est dans ce monde-ci que l'on est. Ce n'est pas en préhistoire, ce n'est pas à la Grèce antique, c'est là, ici et maintenant que l'on vit. Et donc, on nous forme, on nous donne des indications, des informations. On termine ce que j'appelle ici en Belgique le secondaire, en France c'est le lycée, si je me souviens bien. Et puis là, on nous demande de choisir des études. On ne connaît rien de la vie, a priori, et on doit se former à des études. Alors, on choisit l'un ou l'autre, avec un peu de chance, ça fonctionne bien. On se lance dans le monde professionnel. Ce ne sont jamais que nos expériences propres et souvent des expériences de douleur et de souffrance qui nous font découvrir le monde. Et on se lance dans le monde professionnel et il y a un événement souvent déclencheur, souffrance, tristesse, douleur, c'est rarement la joie, qui va nous faire prendre conscience que ce n'est pas du tout ça qu'on a envie de faire. On a appris au cours du temps ce qui nous passionnait, ce qu'on n'aimait pas du tout. On a découvert des personnes et là, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire de cette vie. Et il y a comme une seconde vie pour certains des gens qui se remettent en question,
pour certaines de ces personnes, il y a une seconde vie qui commence à partir du moment où elles se choisissent, où elles se rendent compte qu'elles n'ont qu'une seule vie et que vivre ainsi, genre métro, boulot, dodo, anxiété, nervosité, énervement, manque d'épanouissement, compétition constante dans les sociétés actuelles, grâce à ce moment-là qu'elles se disent oh, ça ne me va pas. Elles vont se poser des questions, elles vont chercher et elles vont se former à nouveau, mais par rapport à quelque chose qui va leur parler, par rapport à quelque chose qui va les faire vibrer. Et donc, le monde actuel fonctionne tout à fait à l'envers. Si on se pose quelques instants et qu'on observe, le monde actuel, le système actuel fonctionne à l'envers. Exactement. C'est un peu plus tard dans notre cheminement qu'on se dit, OK, ça ne me correspond pas, ça j'aime bien, j'ai expérimenté à vie et c'est ça que je veux faire. Mais l'expérience est là et on va aller étudier pour s'approprier la théorie. Est-ce que tu n'as pas cette impression-là? Oui, complètement. Alors après, je dirais même plus, en complément de ce que tu viens de dire, je disais que moi, par exemple, j'avais beaucoup de rêves, que ce soit au collège ou au lycée, donc l'adolescence, tu vois, vraiment, toute cette partie-là, j'avais des métiers de rêve, parce que j'étais passionnée par certains sujets. J'ai jamais voulu me lancer dans aucun d'eux, parce qu'on me transmettait aussi des infos qui étaient interprétées. Il n'y a pas de débouché, mais c'est super dur de réussir là-dedans, il n'y en a que très peu. Ouais, mais si j'étais de celle-là. Avec le recul, je me dis, mais comment on m'a bridée, que ce soit mes parents, que ce soit la société en général, les conseillers d'éducation, ou les conseillers d'orientation, pire, moi, j'ai été, enfin, perso, j'ai été très mal orientée. En fait, j'avais plein de passions qu'on aurait pu exploiter et on m'a mis dans une voie qui, entre guillemets, était tracée, etc. Alors que c'est pas vraiment ce que qui me faisait vibrer, quoi. Donc, il y a cet aspect rêve qu'on ne t'engage pas à poursuivre, qu'on ne dit pas oui, c'est ça que tu tiens, il faut que tu y ailles. Et même si ça aboutit pas, tant pis, creuse le truc. Ça, pas du tout, c'est tout l'inverse. Alors, je suis d'accord, on fait tout à l'inverse. Pour ce que tu parlais de l'école, oui, l'histoire, alors, effectivement, la période des 50 dernières années, on la voit en terminale, donc la dernière année de lycée. Alors que presque, on devrait, si on est logique, donner aux enfants, des jeunes enfants, les compréhensions de la société actuelle et remonter dans le temps au fur et à mesure qu'on prend de la maturité et qu'on peut avoir ce regard en se disant « Ah, donc avant, nos ancêtres ont fait ça et comme ça, on s'est développé, etc. » où ça donne un sens. Je ne suis pas sûre qu'à 8 ans, à part si la passion des dinosaures ou la passion des fouilles archéologiques, ils n'ont pas de regard de global sur toute notre destinée, toute l'humanité qui a évolué, etc. Même s'ils en ont une petite bribe, mais c'est minime. Donc oui, c'est tout à l'envers. Et puis, les poids de la société font que ça t'enferme dans certaines choses. Moi, j'ai pris une voie. Voilà, j'étais bonne en langue étrangère, du coup j'ai fait ça, j'ai fait une année de fac qui n'a pas fonctionné, ensuite je me suis retrouvée à faire un BTS assistante de direction, je suis partie un an aux États-Unis, enfin j'ai eu un parcours très atypique parce que justement je ne trouvais pas ma place et que je persévérais quand même un peu en me disant ah, mais je ne suis pas bien où je suis quoi. Et puis finalement j'ai lâché prise en disant bon ok je fais ça et puis voilà, mais bon je l'ai fait pendant 10 ans et puis j'ai frôlé le burn-out parce que mes douleurs chroniques c'était ça, c'était le corps qui protégeait la tête, entre guillemets. Donc, ouais, on arrive à ça. Mais c'est tellement dommage parce que des fois, je me dis, mais le temps gâché, d'accord, j'ai que 40 ans, c'est pas non plus hyper vieux, mais je me dis, il y a au moins 20 ans que j'aurais pu, je sais pas, peut-être parcourir le monde, aller faire, voilà, moi, j'adorais l'archéologie, c'était un truc vraiment que j'avais envie, ou le journalisme, des choses comme ça qui était pas sédentaire déjà, alors que je suis tombée dans un boulot sédentaire. Donc, c'est tellement dommage. Jamais je dirais ça à mon fils, jamais. Mais est-ce que c'est du temps gâché ou est-ce que c'était nécessaire pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui, que tu as acquis justement toute cette expérience, tout ce vécu que tu peux partager avec les autres? Et si c'est ça, est-ce que c'est un petit peu réconfortant quand même?
Oui, mais c'est complètement ça parce que je me dis que, alors moi je suis de tout temps celle qui dit rien n'arrive par hasard et donc je sais que si j'ai fait ce parcours-là, c'était aussi pour me construire comme je devais être construite. Et j'avais des faiblesses, j'avais des choses à travailler et je pense que rentrer dans ce milieu-là de sédentaire, de choses qui ne me convenaient pas du coup, m'ont fait ressurgir, alors très fortement chez moi, mais pour le travailler. Donc je pense que oui, rien n'arrive par hasard et peut-être que en ayant fait par exemple l'archéologie dès le début, j'aurais peut-être pas construit de famille, j'aurais pas du tout été sur la psychologie par exemple, chose qui voilà, qui m'intéresse quand même parce que j'avais plein d'intérêts. Et donc, j'ai pas de regrets. Je suis pas, quand je dis c'est gâché, c'est plus en termes de temps passé, de temps de qualité. Voilà, c'est ça. Mais après, de temps d'apprentissage, sûrement pas, parce que c'était un temps d'apprentissage énorme. Un peu trop long à mon goût, mais énorme. Après aussi, autre point, c'est que le passé est le passé. On ne peut pas revenir dessus. Ça ne sert à rien sinon à se rendre malade que de se dire « Ah, si j'avais pu, ah, si ceci, ah, si cela ». Voyons comment rebondir sur ce que nous avons vécu pour atteindre la vie que l'on souhaite. Complètement. Ah oui, moi je suis pas en train de regarder derrière en me lamentant, en me disant mon Dieu, mais j'étais assistante pendant 10 ans. Non, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres, sur ma façon de fonctionner, sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Tout est apprentissage. Donc, peu importe ce qu'on traverse, j'ai eu des deuils dans ma famille, pareil. C'est des choses qui sont douloureuses, qui remuent, qui se font des. Souvent, on a des cicatrices pendant. Enfin voilà, il y a des choses qui sont pas refermées complètement et qui peut-être le seront pas, je sais rien, j'y travaille, mais les choses de toute façon, ça, tout ce qui nous arrive, si on est conscient de ce qui nous arrive, parce qu'il y en a qui vivent un peu la vie et qui la traversent, si on fait toutes les choses en conscience, on en retire quelque chose, tout le temps. Que ce soit du négatif ou du positif, il faut toujours avoir un regard observateur, s'observer soi en disant qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce que ça peut m'apporter, les énergies négatives que j'ai eues dans cet événement ou avec ce deuil, qu'est-ce que je peux transmuter pour que ça soit du positif et que ça, du coup, ça me donne une énergie pour avancer, pour continuer. Moi, la perte de ma cousine en 2014, elle avait mon âge, c'était une maladie, c'était virulent, c'était fort, c'était violent. C'était quelque chose qui m'a emmené dans le fond. Pourquoi j'ai frôlé l'hospitalisation? Parce que ça a été un déclencheur pour moi de plonger. Mais là encore, elle me manque énormément et en même temps, je suis d'une gratitude infinie du fait que sa disparition ait généré chez moi toute une reconstruction et je pense que elle n'est pas la base de ma reconstruction, mais elle y contribue parce que ça m'a montré aussi que la vie était éphémère, que n'importe quoi pouvait se passer, que j'avais beau focaliser sur ça, je mettais mon attention, c'est comme si on met une loupe et qu'on met notre attention sur le pire qui peut arriver. Et du coup, tout ce qui se passe dans notre vie, on ne le voit pas. Donc tout le beau, on ne le vit pas. On vit que l'angoisse, l'anxiété, c'est ça. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas une vie. On survit même pas, quoi. Donc, et elle était tellement pas comme ça. Donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je retienne de ce qui vient de se passer. Et donc, c'est là aussi, je pense que ça a aussi contribué à mon rasage de mur, parce que je me suis dit que tu ne peux pas continuer comme ça et tu ne peux pas non plus reconstruire sur des murs qui ne sont pas fiables. Pour moi, ça, c'était une évidence. Mais parce que j'avais vraiment l'impression que plus rien ne fonctionnait, enfin, plus rien ne me correspondait au moment présent. C'est pas que ça m'avait pas correspondu. Hein. C'est ça aussi, faut aussi. Quand on se remet en cause, faut pas se dire j'ai vécu une vie qui m'appartenait pas. C'est pas vrai. Elle nous a appartenu pendant un certain temps. Mon anxiété ou mes mécanismes de défense que j'ai pu mettre en place m'ont aidé à un moment parce que j'en avais besoin. Sauf que j'ai pas su les quitter quand il fallait. Donc, il faut toujours voir le positif, le négatif. Encore, j'aime pas ce mot-là, positif, négatif. C'est toujours
voilà, il y a des choses qui nous apportent à un moment, qui peuvent paraître négatives, mais qui finalement nous aident. C'est dur de se dire ça. On ne se dit pas ça sur le moment. Hein. J'imagine les gens qui vont me voir, qui vont me dire, mais pas bien. Non, quand j'étais en douleur chronique, je me disais pas, mon Dieu, merci d'avoir ces douleurs chroniques. On est d'accord, je les vivais, mes douleurs chroniques, et c'était hyper dur, et c'était paralysant, c'était voilà, plein de choses handicapantes. Mais avec le recul, c'est aussi ça, de se retourner sur le passé. Moi, je dis tout le temps qu'il faut se retourner sur le passé pour en tirer les apprentissages, les leçons, mais pas plus. Il ne faut pas regarder le passé autrement. Il faut regarder voilà, ce qui se passe autour de nous pour avancer. Très bien. Avec tout ce que tu nous as partagé, quels sont, à tes yeux, les ingrédients clés pour aller vers la réalisation de ces projets? En quelques mots. Alors, la première, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de ce qu'on vit là, maintenant, tout de suite. Pas avant, pas après, maintenant. C'est quoi ma vie? C'est quoi, comment je me sens? Qu'est-ce que je suis? Voilà. Là, tout de suite, maintenant. Parce que dans 10 minutes, ce sera peut-être différent. Donc, tout de suite, maintenant. Ensuite, accepter. Alors, ça, c'est peut-être le plus difficile. L'acceptation. Acceptation de ce qui est. Pas qu'on est d'accord, c'est là. Je pourrais dire, moi, j'ai pas envie que mon fils ait le syndrome d'Asperger parce que j'ai envie d'avoir un fils qui n'a pas de difficultés, qui est épanoui dans la vie tout de suite, maintenant, voilà, et qui ne demande pas une grande énergie. C'est pas comme ça. Donc, c'est là. Donc, j'accepte. Et par contre, je mets tout en œuvre pour amener les outils qu'il lui faut, pour me documenter sur le sujet, pour apprivoiser ce que je dois gérer. Et si on me le met dans ma vie, c'est aussi parce que ça va m'apporter quelque chose et que je vais pouvoir en retirer quelque chose. Donc, tout ce qui passe par nous, que ce soit le bon ou le mauvais, c'est pas là par hasard. Donc l'acceptation, c'est primordial pour avancer. Si on est dans la rigidité, en train de se dire non, moi je veux pas que ça m'arrive, ben on va être complètement bloqué dans notre vie. Donc, on ne pourra pas avancer. Voilà. Donc l'acceptation, c'est essentiel. Et la bienveillance. La bienveillance envers les autres, envers soi surtout. Parce qu'on n'en a pas. On est extrêmement dur envers soi. Moi, je crois que j'ai été d'une bienveillance avec les autres toujours. Ça a toujours été mon cas. C'est une force. Mais je ne savais pas le faire avec moi. J'étais extrêmement dure. Je ne m'aimais pas. Je me parlais mal. Une espèce de dialogue intérieur qu'on a. Je ne prenais pas soin de moi, je n'écoutais pas mes temps de repos, mes temps d'introspection, mes temps de solitude dont j'ai besoin. Tout ça, maintenant, je l'accepte, ça fait partie de moi, c'est mon fonctionnement. Et le fait que je l'accepte, finalement, je me rends compte que les autres aussi. Parce que j'avais peur de ça. Si j'étais moi, qu'on n'allait pas m'accepter en tant que telle. Et en fait, c'est que nous mettons les barrières. Être dans l'instant présent. Accepter ce qui est parce que de toute façon, c'est là. Avec une mise en action de tâches nécessaires pour faire en sorte que ce soit peut-être plus facile. La bienveillance envers les autres, mais d'abord envers soi. Et pour cela, c'est apprendre à se connaître. Exactement. Savoir ce dont on a besoin. Temps de repos, temps d'action, temps de solitude, temps de ceci, temps de cela. Nécessaire de se connaître. Oui. Moi, je ne me connaissais pas du tout. J'avoue. Le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est ça. Et on déconseille aux médecins de soigner un membre de la famille parce que exactement. Il y a trop de... Là, par contre, il y a trop d'émotionnel, il y a trop d'implications, c'est beaucoup trop proche. Il faut savoir garder des distances. Donc, se connaître pour garder des distances aussi par rapport à nos réactions, en se disant « Ah, papa, je sais que ça vient chatouiller une blessure à un tel ou un tel. » Et donc, on va se poser, on va laisser passer et puis on va revenir dessus. Oui, complètement, parce que si on ne sait pas mettre ses limites, que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, mais c'est la porte ouverte à tout. Enfin, moi, je suis tombée dans l'anxiété et dans l'anxiété généralisée parce que j'ai pas su. Je me connaissais pas parce que je me négligeais et donc je me connaissais pas et je pouvais pas savoir ce qui était bon pour moi, ce qui était pas bon pour moi. Je disais oui à tout.
Du fait que j'étais dans la bienveillance, je donnais beaucoup aux autres, mais je ne me donnais rien. J'étais vide à l'intérieur, enfin, j'étais vide. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, quelle horreur. J'étais vide dans le sens où je ne me donnais pas d'amour. C'était horrible. Donc, forcément, j'avais une attente chez les autres qui était incommensurable. J'étais jamais satisfaite parce que tout ce que je me donnais pas, je l'attendais des autres. Et donc, apprendre à se connaître, c'est apprendre à se compléter soi-même. Et les autres ne sont que des cerises, régalez-vous, que des cerises sur le gâteau. Mais, des belles cerises. Voilà, on est bien et complet et entier en étant bien avec soi-même. Il y a une parabole, une maxime, je ne sais plus trop, qui dit bien que il faut régler ses problèmes parce que où que l'on aille, même sur une île déserte, on s'emmène avec soi et donc tout notre ego, tout notre mental qui continue à imaginer, à projeter, il est là avec nous aussi. Parce que je vois qu'on approche tout doucement de la fin de l'entretien, est-ce qu'il y a eu des personnages réels, fictifs, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Quand j'ai commencé mon travail, pas vraiment. Il faut tellement se recentrer sur soi et justement apprendre à se connaître qu'on ne peut pas regarder les autres en apprenant à se connaître, enfin, selon moi. C'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, c'est vraiment un recentrage que certains diront égoïste, un peu narcissique, parce qu'il faut ce temps d'introspection qui est très long et, voilà, et digérer les choses. Après, quand on commence à s'ouvrir sur les autres, moi j'ai beaucoup lu dans le développement personnel, j'ai regardé beaucoup de conférences sur YouTube, etc. Je me suis abreuvée, en plus c'est un peu mon fonctionnement, donc j'étais un peu boulimique d'informations. Du coup, il y a plein de gens. Alors, il y a des gens, je dirais, qui m'inspirent au quotidien, c'est-à-dire qui ont cette énergie, comme toi, comme Céline Alvarez, comme voilà, des gens que j'ai en virtuel et que… Petite parenthèse, Céline Alvarez, pas la pédagogue, Céline Alvarez de Zen en soi. Je sais que souvent, ça porte à confusion en France, mais donc, voilà, je ferme la parenthèse, je te laisse continuer. Bonne parenthèse, je n'avais pas précisé, effectivement. Je ne connais pas l'autre Céline Alvarez, qui est bien, soit dit en passant, pour la pédagogie des enfants. Et donc, voilà, il y a des gens comme ça qui m'inspiraient sur la toile, des gens que j'avais en contact, comme toi, par exemple, on ne s'était même pas rencontrés, puisque c'est tout récent, au mois de juin. Donc, mais après, on s'attache à certains conférenciers, à certaines philosophies ou à certaines façons d'être. Et c'est là, moi, ce qui m'attire, entre guillemets, c'est les gens qui ont pris une ampleur dans ce qu'ils font et une importance au niveau des gens qui sont inspirants et qui gardent, alors chez moi, c'est ça que je recherche, qui gardent leur authenticité. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles, qui n'ont pas pris la grosse tête, qui ne sont pas devenus des starlettes et qui, malgré leur succès, sont généreux, donnent et surtout sont généreux dans leur contenu et dans leur façon de faire. Et il y en a plusieurs que je peux citer, mais il y en a un en particulier qui pour moi est le plus le plus con. Un français. Oui, ça aurait pu être autre chose, hein. Je suis pas chauvine, mais c'est David Lefrançois parce que pour moi, alors, il est conférencier, il est coach, il est psychologue, il est hypnothérapeute, il a une casquette énorme. Et pour moi, c'est le plus complet en termes d'outils, en termes d'apport. Et sa façon d'être également, puisque c'est quelqu'un de très généreux, qui est très accessible et voilà, que j'ai eu le bonheur de rencontrer brièvement. Mais si je puis me permettre, je pense qu'il est le plus complet à tes yeux, je trouve aussi, parce que il aborde aussi bien l'aspect scientifique que psychologique, que spirituel, bien-être. Et ça correspond à ta soif d'apprendre et de découverte et de curiosité, puisque tu as parlé de ton petit loulou qui était HP, mais tu l'es aussi. Et c'est une des caractéristiques, si pas la première des HP, c'est ce besoin d'apprendre, cette soif littéralement de découvrir, de s'abreuver, de se remplir, pas de connaissances pour de connaissances, mais de comprendre. Oui. Et le fait que David Lefrançois a cette position un peu centrale par rapport à ces différents domaines de notre vie, je crois que c'est ça qui fait aussi sa popularité.
Et il est généreux de fait, donc ça ne fait qu'en rajouter à son avantage. Oui, je pense que c'est ça. Quand tu dis il est central, c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que moi qui veux aborder plein de thèmes, parce que à chaque fois qu'on me parle de quelque chose, je rebondis sur autre chose, le fait qu'il aborde sous plusieurs aspects les mêmes thèmes, qu'il aborde les neurosciences, qu'il aborde la mécanique quantique, enfin moi je suis juste au paradis. Donc voilà, donc j'adore, hein, je suis fan. Mais à côté, j'aime tout autant François Lemay, qui est québécois, qui a une autre approche qui est beaucoup plus sur la pleine conscience, mais parce que ça me parle aussi tout autant, même si c'est plus dans la spécialisation, on va dire. Mais j'adore sa façon d'être, sa personnalité. Je l'ai pu le rencontrer aussi, et c'est vrai que voilà, c'est des gens qui te donnent une énergie aussi, qui donnent aussi beaucoup. Là, on approche vraiment de la fin. Alors, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un conseil, un truc, une astuce en particulier que tu as envie de partager avec le capitaine? J'en ai 2. Mais ça va être court. Bah oui, je suis HP. Hein. Il y a une phrase, je ne dirai pas plus, c'est « n'abandonnez jamais ». Et la deuxième, c'est « ne cherchez pas à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur ». Parce que tout le monde fait la grosse erreur d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Oui, mais d'abord à l'intérieur. Ensuite, vous irez à l'extérieur, vous documentez et apprendre plus, mais apprenez de vous d'abord. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est une très belle manière de terminer cet entretien. Je suis ravie de l'avoir vu et de l'avoir partagé avec toi. Cher capitaine, je vous invite à retrouver Lydie sur son site, sa page Facebook ou sa chaîne YouTube. Vous avez toutes les infos qui apparaissent à l'instant. Et je vous dis, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine émission Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. Lydie, merci beaucoup. Au revoir. Merci.